Située dans un archipel d'îles au nord des Caraïbes, l'île de Cuba, à la fin du XIXe siècle, est déchirée par une lutte pour l'indépendance. Au sein de cette petite île, à 140 km au sud de la Floride, une lutte interne oppose les Cubains à l'armée espagnole en 1895, après plusieurs décennies de combats politiques et militaires. Une guerre qui, dans le cadre de la doctrine Monroe, passe en travers de la gorge des Américains. Énoncée par le président James Monroe en 1823, la doctrine Monroe affirme que toute intervention extérieure dans les Amériques serait perçue comme une menace pour la sécurité des États-Unis. S'ils n'ont d'abord joué qu'un rôle d'observateur, les États-Unis entrent dans le conflit du côté des indépendantistes en 1898, alors que le pays est ravagé, les campagnes pillées et que le nombre de réfugiés commence à devenir incontrôlable. Le 15 février 1898, le cuirassé américain USS Maine est coulé dans le port de La Havane. 65 marins sont tués dans cet attentat qui sera attribué aux Espagnols. Certains historiens y voient aussi la main des États-Unis cherchant une raison d'entrer en guerre contre l'Espagne, prêts à détruire leurs propres navires pour provoquer une guerre. La responsabilité de cette attaque reste encore peu claire aujourd'hui. Cuba utilise le cinéma pour couvrir le conflit armé. Cette attaque du 15 février 1898 marquera l'arrivée de compagnies de production américaines curieuses de couvrir l'incident. Le journaliste Alejandro Armengol appellera cette guerre la Guerra que salvó al cine, la guerre qui sauva le cinéma. Parce qu'en 1897, le public était lassé par le cinéma, ou plutôt les vues cinématographiques animées qu'on lui présentait. Des séquences d'une minute, d'un train qui rentre dans une gare, dans un plan fixe, des ouvriers au travail dans les champs, dans des usines, bref, rien de bien folichon. Ajoutez à ça le contexte de la guerre civile et un matériel pas vraiment qualitatif pour tourner des images, notamment le cinématographe qui surchauffait et présentait des risques d'incendie, et vous avez des propriétaires de salles de cinéma pas vraiment chauds pour donner plus de place à cet outil. La guerre hispano-américaine déclenchée en 1898 donna un nouveau souffle au cinématographe. Les producteurs américains se mirent en quête de tourner à Cuba, y voyant un investissement rentable malgré le prix du voyage. La compagnie américaine Biograph viendra tourner des images de la destruction du Maine, comprenant qu'il y avait moyen de rapporter le jackpot. En illustrant le travail des plongeurs et en présentant l'épave au grand public, Biograph fait traverser une fièvre patriotique et basculer l'opinion populaire en faveur d'un conflit armé contre l'Espagne. Biograph tourne aussi des documentaires sans lien avec le conflit pour présenter les Cubains comme un peuple inférieur, incapable de se défendre et recherchant l'aide humanitaire américaine. Les pompiers sont à l'œuvre dans A Run of the Havana Fire Department. Les machines primitives cubaines sont concurrencées par le modernisme américain. Les migrants cubains sont appelés les reconcentrados, des populations déportées des campagnes vers les villes afin de les disperser pour empêcher la création de milices indépendantistes. Les USA choisissent d'étaler la misère cubaine pour dénoncer la cruauté des colons espagnols menés par le général Wheeler, surnommé le Boucher. Ces actions visent à appuyer la nécessité d'une intervention américaine. Ceci sans jamais aborder la résistance des indépendantistes cubains. L'ombre d'un pouvoir atlantiste pèse au-dessus de l'île. Les succès des films de Biograph incitent d'autres producteurs à se lancer dans l'aventure cubaine. William Pelly, par exemple, qui filmera la cérémonie d'adieu aux victimes du Maine, les compagnies Vitagraph, Selig et Lubin flairent l'ouverture du marché du film de guerre. Des salles américaines programmeront des séances dédiées au conflit hispano-américain. Placé sous embargo, le cinéma cubain est régi par le gouvernement américain. Il n'y a donc pas d'éclosion de réalisateurs locaux, juste des Américains, ici pour filmer des projets qui serviront leurs propres intérêts. De toute façon, les Cubains et les Espagnols n'avaient ni le matériel, ni les fonds pour rivaliser avec les productions américaines. En tournant à Cuba, les Américains, pour la première fois de l'histoire du cinéma, utilisent cet outil comme arme politique. Des dizaines de faux documentaires sont tournés à Cuba ou dans des studios américains pour toucher l'opinion publique. La Primera Intervención de Rigoberto López, sortie en 1977, est censée représenter l'intervention américaine à Cuba. Ce faux documentaire est une reconstitution des événements et non de vraies archives, mais le public n'y verra que du feu. Aux États-Unis, le public est friand de ces faux documentaires, persuadé de l'authenticité des images qu'il visionne. Pour la première fois, le cinéma entame une longue histoire d'amour avec le pouvoir et la manipulation des masses. Cuba ne développera pas d'industrie cinématographique avant la Révolution.
Le tournage de films et documentaires était plus proche de l'expérimentation que de l'œuvre artistique à proprement parler. Il faut attendre 1912 avec le réalisateur Enrique Diaz Quesada pour enfin voir apparaître une patte artistique. Avec le soutien du régime en place, il obtient bâtiments militaires, drapeaux espagnols et soldats figurants pour tourner des films historiques traitant de la guerre d'indépendance. De son film La Maniga o la Mujer Cubana, sorti en 1915, il ne reste malheureusement plus aucune image. Seuls des témoignages et des affiches subsistent. Certains films entraînent des échauffourées entre les Cubains de souche et les immigrés espagnols. Ces derniers sifflent la projection des films qui critiquent l'armée espagnole. Le cinéma nationaliste est de plus en plus encouragé par l'État et l'armée cubaine afin de contrer le cinéma hollywoodien et la propagande américaine. En investissant dans son industrie, Cuba se libère peu à peu de la tutelle des États-Unis. Enrique Diaz Quesada est la coqueluche du gouvernement cubain qui lui offre son soutien pour le tournage de ses œuvres patriotiques. Il tourne des films sur la marine, sur l'armée, sur la statue du président Menocal, sur le nouveau président Gómez. En 1920, la crise économique pousse l'industrie à mettre de côté le cinéma patriotique pour laisser place à de la fiction, notamment des comédies et mélodrames. Sous la dictature de Gerardo Machado, en 1924, le pouvoir bannit les sujets polémiques et se limite au divertissement populaire. En 1929, Cuba crée un département cinématographique destiné à tourner des documentaires et des reportages de propagande. Jamais les historiens ne se sont penchés sur son histoire. Il est donc difficile de connaître l'impact que cet organisme a pu avoir et quels films y ont été produits. L'arrivée du parlant entre 1930 et 1937 fait mal à l'industrie et aucun film n'est tourné sur l'île de Cuba durant cette période. Le cinéma entame sa métamorphose. La société Cuba Sonofilm est fondée en 1938 par le Parti communiste cubain. Son but est de créer des relais susceptibles de faire entendre la voix du parti dans les couches populaires. La CSF assure cette promotion en rendant compte de la réalité sociale cubaine. Elle organise des séances de projection dans le monde du travail et dans les quartiers populaires. Dans ces films, on découvre les conditions de vie misérables du prolétariat cubain. Dans Azúcar Amargo, sorti en 1943, l'industrie de la canne à sucre est présentée du point de vue des travailleurs. Nous y découvrons la pénibilité des tâches et le manque d'hygiène. Pratiquement tous les films de cette période ont été malheureusement perdus. Le cinéma de propagande prend un autre tournant en 1952 avec l'arrivée par la force de Fulgencio Batista à la tête de l'État. Le colonel Batista n'intervient pas dans la production cinématographique. Néanmoins, comme vu dans les précédents épisodes, si l'Allemagne nazie a eu droit à ses culture films, Cuba a eu les siens appelés noticieros, des programmes d'actualité filmés et diffusés dans les salles de cinéma avant les longs métrages. Le réalisateur Manuel Alonso connaît une ascension professionnelle fulgurante et règne sans partage dans le monde des actualités filmées. Il s'érige comme interlocuteur privilégié d'une classe politique rongée par la corruption. Alonso rachète tous ses concurrents jusqu'à obtenir un quasi-monopole sur le marché dans les années 50. Les bonnes relations qu'il entretient avec Batista et son régime mafieux lui permettent de détourner des fonds publics en échange de la diffusion de programmes de propagande à la gloire du pouvoir en place. Manuel Alonso réalisera 28 films étalés sur 2 décennies. En parallèle des noticieros, Alberto G. Montes, fondateur de Information Films, tourne des films publicitaires destinés aux firmes locales ou étrangères. Il réalise Boulevard touristique aux sourds en 1953. Ce film utilise un discours touristique et politique pour mettre en avant le folklore cubain. Des plages, des installations sucrières, des villages atypiques, des lieux historiques, de quoi attirer les touristes étrangers. Il présente également les réussites du pouvoir en place, les travaux d'assainissement, les stations d'épuration, les aéroports, les routes et voies ferrées. Ce genre de production implique parfois directement le président Batista qui souhaite mettre en avant un nouvel âge de prospérité à Cuba, montrer que le pays est une réussite sociale, économique et technique. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. En 1959, la victoire des forces révolutionnaires menées par Fidel Castro et Che Guevara rebat les cartes. Fulgencio Batista est chassé du pouvoir,
de nouveaux producteurs indépendants prennent la place des structures privées qui jusque-là dominaient le marché du cinéma. L'armée se dote de son propre département cinématographique chargé de filmer des documentaires militaires. La Banque d'État, la BAN-FAIC, crée son département de cinéma et tourne une dizaine de projets avant de mettre la clé sous la porte en 1960 suite à l'instauration d'une économie socialiste. La branche cubaine de la RKO américaine est reprise par une coopérative lorsque les dirigeants quittent l'île et tournent le premier film de fiction de la période révolutionnaire, La vida comienza ahora d'Antonio Vázquez Gallo en 1959. En mai 1959, Alfredo Guevara, sans aucun lien avec le Che, proche de Fidel Castro, fonde l'ICAIC, l'Instituto Cubano del Arte et Industria Cinematográfico. Il s'agit de créer un monopole du cinéma sur toutes les activités qui y sont liées, la production, la distribution, les réseaux de salles. Cette structure comporte des anciens de la section cinéma de l'armée rebelle comme Tomás Gutiérrez Alea ou Julio García Espinosa, qui étaient formés à l'école des Noticieros. Leur objectif est de faire la propagande du nouveau régime de Castro et de justifier les grandes lois révolutionnaires qu'il fera adopter. Par exemple, une nouvelle loi en faveur du logement et de la lutte contre les bidonvilles. Tous forment le noyau dur de l'ICAIC, tous des anciens militants ou sympathisants du Parti communiste. Leurs films, diffusés au sein de l'armée et dans les salles, font concurrence aux sociétés privées. Seul le cinéma de l'ICAIC est validé pour sa pensée révolutionnaire. Toute personne voulant proposer une nouvelle offre se voit accusée de ne rechercher qu'un but mercantile et de surfer sur la révolution communiste. Après avoir éliminé toute concurrence, Alfredo Guevara entreprend de faire de l'Institut un relais efficace du discours officiel. Dans son texte fondateur, l'ICAIC reconnaît le cinéma comme un art mais également comme un instrument au service de la diffusion des idées politiques. Entre 1959 et 1961, une cinquantaine de films sont tournés, 43 documentaires et 4 fictions, tous plus propagandistes les uns que les autres, soutenant le discours révolutionnaire du nouveau régime en place. Si d'un côté, de nombreux Cubains choisissent l'exil et que des résistances locales commencent à se dresser contre le régime, Fidel Castro, par le cinéma, se construit une image de rassembleur du peuple cubain, proche de ses citoyens, des ouvriers et des paysans. Fidel Castro présente Cuba comme étant le premier territoire libre d'Amérique. Il cherche à imposer une ambiance familiale plutôt festive. Il recherche l'ordre, l'unité et rassemble des foules gigantesques à chacune de ses apparitions. Le réalisateur Tomás Gutiérrez Alea, dans son film Asamblea General, cherche à légitimer le régime et la parole de son dirigeant suprême. L'ICAIC souligne les réussites dans la justice sociale, l'éducation et la santé. Il met les réussites de Castro en parallèle avec le bilan très sombre de la société pré-révolutionnaire. Le pays a passé des années très sombres et commence seulement à régler ses problèmes un à un. Un film comme Médicos de la Sierra de Alberto Roldán, sorti en 1961, célèbre tous les petits métiers comme l'alphabétiseur, le maître d'école, le médecin rural, le paysan, le soldat. Le cinéma de fiction, certes moins abondant, glorifie la révolution et construit des figures mythiques. Dans Historias de la Revolución de Tomás Gutiérrez Alea, il raconte en 3 épisodes la chute de Batista, le courage, la solidarité, la combativité et le sens du sacrifice des guerrilleros. Dans El Joven Rebelde, Julio García Espinosa raconte la trajectoire édifiante d'un jeune paysan qui s'enrôle dans la guérilla, où il apprend la discipline et développe une conscience politique. Si l'ouverture d'esprit est encouragée par les révolutionnaires dans les domaines des arts, la censure du film PM de Orlando Jiménez Leal en 1961 viendra poser les limites de la tolérance idéologique des révolutionnaires. Un scandale éclate avec d'un côté les libéraux auteurs de PM et de l'autre les révolutionnaires proches de Castro et dont rien ne peut entraver leur fidélité. Ceux-ci estiment que le cinéma et leurs réalisateurs doivent être conscients du rôle social et politique de leur métier, alors que les libéraux estiment que l'artiste doit se concentrer sur les formes et rester libre de ses choix. PM est un court-métrage sur la vie nocturne dans les bars de la Havane. Le film est diffusé à la télévision et Alfredo Guevara décide d'en interdire l'exploitation et le fait censurer. Il va même essayer de se procurer les copies pour les détruire. Nous sommes bien loin, très loin de l'esprit d'émancipation vendu par les forces révolutionnaires lors de la lutte contre Fulgencio Batista. Alors que le film n'a strictement rien de contre-révolutionnaire, de nombreux artistes et intellectuels cubains montent au créneau pour défendre les leurs.
Fidel Castro doit prendre les choses en main et décide de convoquer une assemblée pour débattre. Castro prendra la parole et prononcera cette phrase: « À l'intérieur de la révolution, tout, contre la révolution, aucun droit ». À l'étranger, la tournure que prennent les événements inquiète, notamment l'atteinte à la liberté d'expression. Rien à y faire, la censure de PM est confirmée et le magazine Lunes de Revolución, principal soutien du projet, est fermé. Les libéraux sont contraints de quitter le pays ou de se taire à jamais. Mais qu'est-ce qu'un petit film d'une dizaine de minutes pouvait bien faire pour porter autant atteinte au pouvoir? Vous voulez connaître la vérité? Elle est bien décevante. Absolument rien. Pas une seule critique du pouvoir, pas une seule image choc qui pourrait nuire à celle du pays. Rien, nada. Juste des images de jeunes Cubains fréquentant les bars, des musiciens et des artistes noirs et des marins en goguette. Tout est amateur, du cadre au montage. Le récit est complètement anecdotique, il n'y a pas de début ni de fin, pas de message, l'image et le son ne subissent aucun arrangement. Le film tranche avec le reste des œuvres au militantisme guerrier de l'ICAIC. Le reproche que le régime communiste fait au film, c'est de ne pas être héroïque, de montrer la réalité, d'être dénué de slogans, de ne pas être dans la contestation contre l'impérialisme en pleine crise de la baie des cochons. Un film comme Muerte al Invasor de Tomás Gutiérrez Alea est justement le parfait contre-exemple de ce que doit être le cinéma cubain. Il s'ouvre sur les obsèques d'une victime des bombardements américains et se clôt sur celle du défilé de la victoire et du rassemblement du peuple cubain sur la place de la Révolution. Entre-temps, le spectateur aura eu droit à l'attaque américaine, la riposte cubaine, la capture de prisonniers anti-révolution et la déroute du corps expéditionnaire. Et surplombant tout ça, Fidel Castro, lunettes épaisses, jugeant la situation et commandant ses hommes vers la victoire, le vaillant peuple cubain que rien ne peut faire chavirer. Suite à l'affaire PM, un congrès est organisé en août 1961 qui débouche sur la création de l'UNEAC, l'Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, un organisme unique pour réunir tous les artistes et ainsi mieux les contrôler. Seul l'art révolutionnaire est autorisé. Peu importe sa forme, peu importe son esthétique, tant que la doctrine communiste y est distillée, l'objectif est atteint. Comme aucun artiste ne pige rien à la ligne directrice, l'autocensure s'installe rapidement. L'artiste doit s'adresser aux masses, au prolétariat, et refuser l'élitisme ou le formalisme, tous deux incompatibles avec la révolution. Il est impossible de pondre quelque chose de potable. Le cinéma est enfermé dans une boucle, la boucle de la révolution communiste, et ne pourra jamais en sortir. Les réalisateurs sont condamnés à toujours tourner les mêmes documentaires, les mêmes films qui parlent des exploits de leur chef et de ses milices. Les réalisateurs n'ont de toute façon pas forcément envie d'aller à contre-courant du régime. Tous les ennemis de la révolution sont soit morts, soit emprisonnés, soit certainement très loin de la petite île de Cuba. De même pour les révolutionnaires modérés, c'est-à-dire les libéraux, tous partis en exil. Néanmoins, dans ce rêve communiste que représente Cuba, la paix ne peut pas durer éternellement, même lorsqu'il n'y a qu'un seul parti au pouvoir et que toute une industrie est au service de ce dogme. Alfredo Guevara se montre un peu plus ouvert et moins stalinien que certains de ses confrères, ce qui ne sera pas forcément à leur goût. Lui souhaite plus d'autonomie dans les projets, alors que les communistes castristes, proches de Moscou, sont beaucoup plus fermés et dogmatiques. En 1963, un conflit éclate entre l'ICAIC et les intellectuels staliniens. Dans une série de lettres et d'articles de presse, les deux camps se tirent à boulets de canon. Julio García Espinosa, dans les colonnes de La Gaceta, dénonce le dogmatisme des marxistes purs et durs. Les membres de l'ICAIC sont accusés d'être des bourgeois et non de vrais révolutionnaires. Blas Roca, proche de Fidel Castro, dans le journal Hoy, accuse Alfredo Guevara et son institut de diffuser des films décadents et défaitistes. Il cite entre autres des artistes comme Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini ou Luis Buñuel, des réalisateurs dont les films ont été promus par l'Institut. Guevara souhaite promouvoir le cinéma d'auteur et affirme vouloir offrir aux spectateurs une autre proposition, autre que le cinéma révolutionnaire et hollywoodien. Mais cette démarche est fortement contestée par le parti qui y voit une atteinte au fondement de la révolution. Blas Roca et Alfredo Guevara se réclament tous les deux de la pensée de Fidel Castro, tous deux estimant en être le véritable interprète. Un bras de fer commence où les plus hautes sphères du pouvoir devront trancher pour finalement, en 1971, donner la victoire à la ligne dure du parti et donc désavouer l'ICAIC. Entre 1961 et 1968,
21 films de divertissement sont produits à Cuba, tous abandonnant peu à peu la ligne triomphaliste de la Révolution et préférant y apporter un regard critique. Dans La mort d'un bureaucrate, Gutiérrez Alea y fait l'éloge funèbre d'un sculpteur révolutionnaire et charge la bureaucratie envahissante qu'a généré cette révolution. Dans son mémoire du sous-développement, le réalisateur y aborde en partie le thème du désintérêt révolutionnaire. Le personnage principal évolue dans une société qu'il ne comprend pas et dont il ne se reconnaît pas. Néanmoins, l'ICAIC reste un institut se voulant proche du pouvoir, donc pas question non plus de tout remettre en cause et de défendre une totale liberté d'expression. Alfredo Guevara joue donc sur deux tableaux. À la fois l'anti-stalinien qui lutte contre les dérives et le sectarisme de certains à l'intérieur de son parti, et en même temps le communiste qui cherche à défendre son territoire, son chef, et qui n'hésitera pas à censurer des œuvres problématiques. Un film social comme Una vez en el Puerto montre qu'il existe des logements insalubres à Cuba, ou un film comme Un poco más de azul qui trouvait que la pensée marxiste était de plus en plus envahissante sont tout bonnement interdits. Pour éviter que des œuvres de ce type ne se reproduisent, il fut décrété que chaque scénario devrait être validé par le conseil de direction de l'ICAIC, puis les films devraient passer par la commission de contrôle, où il allait être décidé si le film en question pouvait ou non sortir au cinéma, et si oui, pour combien de temps. La presse, entièrement contrôlée, pouvait ensuite orienter la réception d'une œuvre ou briser des carrières. Le pays nage dans une folie totale. En gros, un réalisateur va faire un film qui sort un peu du cadre classique en important un œil critique sans jamais remettre en cause le parti au pouvoir. Son scénario doit passer une étape de validation, puis son film, une fois produit, va être analysé pour savoir s'il est diffusable ou non auprès du grand public. Et là, vous pourriez vous dire « Ouf, j'ai passé les étapes de la censure, maintenant je vais récolter les fruits de mon travail. » Eh bien non, parce que les mêmes types qui ont contrôlé ton film et ont approuvé sa diffusion au cinéma détiennent la presse et vont faire en sorte que ton film soit assassiné dans les médias pour détruire ta carrière. Et tout ce cirque était prévu dès le départ parce que ton film n'était pas assez communiste et que dans ce système, personne ne peut briller. Personne d'autre que les dirigeants ne peut s'émanciper et vivre de son travail. Fausto Canel, un observateur de l'époque qui aujourd'hui travaille à TV Marty, une chaîne anticastriste, estime que les films produits avant 1968 et se voulant critiques envers le système n'étaient qu'un rideau de fumée. Tout ce système soviétique était bien ficelé pour créer des hommes de paille. On allait créer de toutes pièces de faux opposants et les punir pour prévenir de futurs vrais opposants au régime. En réalité, d'après Fausto Canel, peu de films de l'ICAIC ont été diffusés à la télévision cubaine, renforçant l'idée que le cinéma cubain ne servait qu'à améliorer l'image de l'île à l'international et montrer que des intellectuels pouvaient réussir dans leur délire révolutionnaire. En 1964, Fidel Castro coupera les ponts avec les autres studios des pays soviétiques, jugeant que ceux-ci étaient incapables de bien représenter la révolution cubaine au cinéma. Il se rapprochera toutefois de l'URSS en 1968, après la mort du Che un an plus tôt, et constatant que sa politique d'exportation de la révolution était un échec. En 1970, le pays se lance sur la voie de la soviétisation. La plupart des artistes de la période révolutionnaire décident de partir en exil, estimant que leur carrière était en grand danger. L'ICAIC, qui pendant un temps s'était opposé au stalinisme, se met à rayer des génériques les noms de ceux qui ont osé l'exil. Il est souvent compliqué d'avoir accès à des œuvres de ce cinéma cubain du fait que tout ait été cadenassé pendant de longues décennies. Si aujourd'hui l'ICAIC n'a plus le même contrôle ni la même influence sur le cinéma cubain, il n'en reste pas moins qu'il continue de refuser toute œuvre s'exerçant de près ou de loin à la critique du pouvoir castriste. Avec vous, c'était Monsieur Kinétographe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. On se retrouve en 2025 pour la suite de notre voyage des cinémas de propagande. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.